Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, notre émission est un peu spéciale. Nous sommes à Shanghai et nous organisons une table ronde des chefs d'entreprise pour parler de l'innovation. L'innovation est devenue aujourd'hui l'oxygène de nos économies et les entreprises sont en première ligne à la recherche d'un développement plus durable grâce aux innovations technologiques. Pour un monde meilleur, non seulement pour nous, mais pour les générations futures, quelles sont les idées les plus innovantes proposées aujourd'hui par les entreprises et quel est aujourd'hui l'écosystème de l'innovation en Chine? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir 4 entrepreneurs pour en parler. Monsieur Fabrice Megarban, président zone Asie du Nord et directeur général de L'Oréal Chine, et Monsieur Sylvain Laurent, président 3DS Infrastructure City Board chez Dassault Systèmes, Monsieur Cameron Bossogui, PDG de Michelin Chine, et Monsieur Ludovic Renou, directeur général Chine du groupe CMA-CGM. Vous êtes ici parce que vous êtes respectivement lauréat du prix du projet innovant et du prix de l'innovation durable décerné cette année par la Chambre de commerce française en Chine. Donc, on va commencer par un tour de table par une définition de l'innovation en tant qu'entrepreneur et l'association de la durabilité avec l'innovation. Et je vais commencer par M. Sylvain Laurent. Lors d'un séminaire, vous avez parlé de jumeaux numériques comme contributeur principal au développement durable. Donc, est-ce que vous pouvez un peu plus développer cette idée qui est justement, je pense, une association de la durabilité et l'innovation? Absolument. Je peux développer cette idée. En fait, il y a quelques années, nous avions annoncé ici en Chine la notion d'industrie renaissance. Et industrie renaissance, ça faisait repenser à Gutenberg. Et on considère que depuis le 21e siècle, on est passé dans cette révolution, en fait, de l'innovation. Et Gutenberg a inventé une innovation extraordinaire, donnant l'accès à l'imprimerie et finalement à la lecture à tout le monde. Et depuis 5 ans, on a lancé dans ce système la notion et le concept de jumeau numérique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? Finalement, c'est une façon virtuelle de représenter un monde réel, que ce soit un produit, que ce soit des process, que ce soit une organisation, et qui permet finalement de favoriser tout type d'innovation par un maximum de capacité de simulation. Alors simulation sur le produit lui-même, simulation du produit dans son environnement, et évidemment envisager à travers ça de tester tout type d'innovation qui va nous permettre d'améliorer la réduction des coûts. Mais plus que ça, c'est réduction des coûts et en même temps finalement répondre à cette question permanente qui est que veut dire innovation et est-ce que innovation est liée avec développement durable. Maintenant, depuis, je dirais ces dernières années, il y a un grand moteur du monde qui est de se dire comment je peux continuer à croître, comment je peux continuer à développer, mais tout en respectant l'environnement. Et aujourd'hui, ce jumeau numérique est une façon, soit pour un produit, si je vois mes collègues, que ce soit un bateau, que ce soit un pneu, que ce soit même une bouteille de shampoing, j'ai envie de dire, c'est comment il peut se développer en étant prêt d'intégrer toutes les caractéristiques du futur et des nouveaux matériaux. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance parce que vous êtes issus vraiment de secteurs très différents. Et je pense pour Michelin, vous êtes aujourd'hui, l'entreprise Michelin ne se positionne plus comme une fabricante de pneus, mais plutôt une entreprise de la mobilité durable. Est-ce que ce positionnement, justement, illustre en quelque sorte l'association de la durabilité et l'innovation? Je pense que ce que vous dites est très juste parce que le groupe a pris un grand virage il y a à peu près 2 ans vers une démarche qu'on appelle tout durable qui est basée sur 3 piliers majeurs. Un, ce sont les personnes, parce que nous considérons que tout ce que nous faisons doit être fait avec et pour les personnes. Un deuxième pilier qui est le profit, parce que nous devons, pour être une entreprise durable, nous devons créer de la richesse pour rester indépendants. Et le troisième, c'est la partie planète. Nous ne pouvons pas, je dirais, détruire la planète pour continuer à réaliser les opérations dans les entreprises partout dans le monde. Et du coup, en fait, innovation, ça devient un moteur majeur de notre démarche tout durable, qui est basée à la fois ce qu'on appelle aujourd'hui dans le groupe Michelin avec le pneu. Ça veut dire nous innovons pour une mobilité qui doit être plus sûre, plus intelligente,
plus verte et puis plus joyeuse. Et puis nous développons nos activités, nous innovons dans ce qu'on appelle aujourd'hui autour de pneus, ça veut dire toute la démarche connectivité. Ça veut dire nous souhaitons que le pneu soit un élément qui puisse interagir avec son environnement en permanence, en temps réel. Et puis nous avons déjà ce type d'innovation dans différents domaines, dans l'aviation, dans les mines, dans les voitures de sport par exemple, et puis aussi dans les camions. Et aussi nous avons un troisième domaine que nous appelons au-delà de pneus. Ça veut dire innover dans les matériaux de haute technologie et puis aller vers les nouvelles énergies parce que comme vous savez, le groupe Michelin fait de la recherche et innovation depuis 15 ans dans ce qu'on appelle la pile à hydrogène, donc qui est une grande nouveauté au niveau mondial aujourd'hui. Donc comme vous voyez, en fait, l'innovation fait partie intégrante de notre entreprise. Je voulais même dire que le groupe Michelin a été créé par l'innovation parce que le groupe Michelin a été créé par le génie de quelqu'un qui a dit je vais innover un pneu qui est montable et démontable en moins de 20 minutes en 1889. Il y a d'autres choses qui peuvent changer notre vie, par exemple les produits de beauté. Quand on parle de la durabilité pour un produit de maquillage ou une entreprise de produits de beauté, de quoi parle-t-on exactement? Tout d'abord, la durabilité fait partie de la société L'Oréal depuis le démarrage. Il y a plus de 110 ans, on a commencé par de l'innovation. Et l'histoire de durabilité est pas nouvelle pour L'Oréal, puisque depuis 2013, on a lancé un programme de partager la beauté avec tous, où on a pris conscience qu'il nous faut une vraie transformation dans la manière qu'on produit, de la manière qu'on fait de la conception de produits, jusqu'à l'utilisation et le recyclage. La Chine a été le premier marché pour le groupe L'Oréal à être en carbone neutre en juin 2019, où l'ensemble de nos facilités qui sont les bureaux, les usines ou nos centres de distribution ont été carbone neutres en juin 2019. Mais le pas qui est important par rapport à ce que vous mentionnez, les consommatrices, aujourd'hui ce qu'on voit particulièrement dans le monde d'aujourd'hui, une conscience de quel impact les consommatrices peuvent avoir également dans leur consommation. Et par exemple, je vais vous donner deux exemples concrets qu'on a entrepris ici en Chine. Vous savez qu'on fait une grosse partie de notre vente avec le e-commerce. Et on a eu une initiative en fait, de développer des colis verts, qu'on appelle les colis verts, qui n'utilisent pas de plastique et qui sont 100% recyclables. Et on a enclenché cette démarche avec nos partenaires et l'année dernière, on a livré plus de 40 millions de colis aux consommatrices avec ce message-là d'environnement et aussi un impact positif dans leur consommation. Et le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est bien évidemment qu'il faut regarder le cycle entier de l'utilisation des produits. En 2020, on a annoncé un nouveau programme d'engagement durable qu'on appelle L'Oréal pour le futur, où on est beaucoup plus radical dans la manière de respecter les limites planétaires en ce qui concerne la vie de nos produits dans un cycle entier, mais également plus radical en embarquant avec nous nos partenaires, nos consommateurs, pour que tous ensemble on puisse agir pour un meilleur monde. C'est vrai que maintenant on est tous à avoir des projets assez ambitieux concernant la durabilité. Mais finalement, soit on achète un produit de beauté, on les emballe, soit on achète des pneus, il faut les transporter. Exactement. Et en tant que transporteur, tout l'enjeu pour nous, c'est de savoir comment transporter mieux. Et aujourd'hui, comment transporter peut-être plus propre ou voire carrément très propre. Chez CMA-CGM, l'engagement a toujours été d'avoir une performance économique indissociablement liée à la performance écologique. Il y a des législations qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a une prise de conscience écologique qui interviennent au monde du transport. Par exemple, il y a l'Organisation maritime internationale qui dicte des règles pour les transporteurs maritimes pour réduire leur carbone footprint d'ici à 2050 de 50%. Mais chez nous, CMA-CGM, on est convaincu que d'ici à 2050, on devrait être à 100% carbone neutral. Okay, et il y a, par exemple, c'est pas une utopie, on a des chiffres aujourd'hui qui démontrent que ce n'est pas un rêve. Depuis 2008 à 2019, on a réussi à réduire par 50% ses émissions par kilomètre parcouru, mais mieux, en 2019, on a réduit en valeur absolue ses émissions de 6%, et grâce toujours à des initiatives technologiques, en 2020, de 4%. Notre CIO, M. Saadé, c'était en 2017, il avait pris la décision très courageuse d'être le premier armateur au monde à construire des bateaux au GNL, le gaz naturel liquéfié. Ça vous permet à n'importe
qui d'avoir une réduction carbone immédiate de 20%. En 2019, nous avons été le premier amateur à brûler du biofuel, ce qu'on appelle des huiles végétales, des résidus forestiers, et ça a permis à nos navires de continuer à tourner. On a démontré que c'était possible. D'où notre engagement, d'ici à 2023, d'incorporer systématiquement tous les ans 10% minimum dans notre énergie d'énergie renouvelable. En tout début de cette année, on a annoncé aussi notre engagement pour supporter la production de 12 000 tonnes de biométhane. Ça, c'est tout nouveau. Et ça va permettre à nos clients en well to wake de réduire immédiatement 67% des émissions de gaz dans l'atmosphère. Donc si pour nous, en tant que transporteurs, on parle d'innovation, ben, l'innovation, c'est l'investissement dans la recherche et le développement et l'accompagnement de nos clients pour les aider à participer à cette transition énergétique. Il faut que plus de monde, des gouvernements puissent être comme vous, efficaces et ambitieux. Puisque vous êtes tous à Shanghai, mais vous opérez aussi en Chine, vous avez des usines un peu partout en Chine. Donc, quel regard portez-vous sur l'écosystème aujourd'hui de l'innovation en Chine? Tout d'abord, on voit que si je commence par le 14e plan quinquennal de la Chine, qui est basé à la fois sur une grande attention portée sur la science, ensuite sur la technologie, on voit que l'innovation va jouer un rôle majeur dans la transformation de cette croissance de quantité de la Chine vers une croissance de qualité. Ça, c'est très clairement le point de bascule qu'on voit dans la croissance de la Chine, c'est une croissance de qualité qu'on voit dans le 14e plan. Et suite à ça, si on revient maintenant en Chine et à Shanghai, moi je vois très clairement 3 éléments qui aident à l'innovation. Tout d'abord, on voit c'est le support de gouvernement. Ça veut dire on a très clairement une continuité dans les réformes et l'ouverture, ce qu'on appelle le opening up de gouvernement qui met en œuvre étape par étape, en commençant par les grandes villes, cette politique d'ouverture. Et cette politique d'ouverture aussi s'accompagne par une plus grande accès au marché, aux entreprises, y compris les entreprises étrangères. Donc ça permet, je dirais, d'avoir une capacité d'approche au marché et derrière, il faut être capable d'innover parce que la Chine, c'est un pays où le consommateur est extrêmement exigeant. Ça veut dire on ne peut pas tout simplement emmener l'innovation d'avant-hier en Chine, il faut innover et être à la pointe de la technologie sur le marché chinois. Le deuxième point pour moi, ce que je vois en particulier dans la ville de Shanghai, c'est aussi un réservoir de talent. Ça veut dire il y a, grâce en fait à un système d'éducation qui est en place et aussi grâce à ce système pour attirer des talents mondiaux, en particulier à Shanghai et en Chine, on voit aussi que cette capacité d'innovation, grâce à ce réservoir de talent, est en croissance. Et après, ça c'est lié aux universités, c'est lié aussi au système d'éducation. Et puis par la suite, le troisième et le dernier point de mon point de vue, c'est en particulier dans les grandes villes comme Shanghai, nous avons aussi cette plateforme formidable d'interaction qui réunit à la fois le pouvoir public, les entreprises privées et les universitaires. Un exemple très concret que nous avons participé avec d'autres collègues autour de la table, c'est le CII, c'est le Forum d'import international de Shanghai, où en fait on voit que ce n'est pas uniquement pour présenter ces produits d'hier, c'est pour présenter toutes les dernières innovations de nos entreprises et de dire comment nous pouvons connecter ça pour le consommateur chinois. Nous pensons que sans faire de l'innovation en Chine pour le consommateur chinois, ça serait très difficile d'avoir une démarche durable en Chine. Mon observation est qu'aujourd'hui, avec ce nouveau plan quinquennal, il y a clairement une dynamique gouvernementale, en tout cas des différents pouvoirs publics, des provinces, avec une volonté aussi d'avoir un équilibre entre chaque province pour qu'elles avancent à la même vitesse. J'en veux pour preuve que rien qu'hier, nous avons inauguré un centre magnifique que je vous demande d'aller visiter si vous avez l'occasion à Qingdao, dit centre d'innovation, qui est une opportunité dans une province comme Qingdao, finalement de mettre à disposition des étudiants, des startups, des entreprises, finalement les capacités de ce que veut dire innovation à travers le monde virtuel. Mais mon message là, c'est les provinces sont dynamiques, visionnaires,
et investissent beaucoup actuellement. On le fait sur le domaine de life science à Shanghai, en français je dirais dans le domaine médical et santé. Qingdao, on est plus dans un environnement manufacturing. Chongqing a aussi développé ce point. Shenzhen, on est sur une dynamique de smart city, donc de ville durable, ville propre, et comment effectivement anticiper par encore une fois des modèles de simulation, des modèles de jumeaux numériques, finalement les infrastructures de demain. Je trouve que les gouvernements et provinces prennent ce plan avec une logique extrêmement ferme de se dire que devons-nous faire, comment allons-nous faire pour anticiper cette projection. Et à nouveau, ce que je trouve admirable, c'est cet équilibre qui s'opère même dans des provinces très éloignées, des gens qui cherchent à trouver leur logique d'innovation, soit sur des industries dédiées, soit sur une logique même agriculture. Ne n'oublions pas que tout ça va fonctionner si on est aussi capable d'embarquer les générations nouvelles, ou futures, si vous voulez. Donc, bref, les étudiants et les jeunes, parce que tout est dans un modèle aussi de préparer la génération future à intégrer ces nouvelles façons de faire, d'être et de penser. Je vais rebondir pour commencer par la génération future, parce qu'effectivement, toutes les études aujourd'hui nous montrent que cette nouvelle génération, elle a une plus grosse conscience par rapport à la consommation des produits. Elle a une conscience de qualité, une conscience d'efficacité, mais une conscience aussi d'impact que ces produits peuvent faire, ou leur consommation peuvent faire sur elle, et aussi sur l'environnement et la société. Et je pense que c'est un vrai changement qui est quand même assez important, assez profond qui arrive, et toutes les entreprises, particulièrement celles qui sont dans le domaine de la consommation, doivent comprendre et s'adapter par rapport à cela. Ce qu'on réalise, c'est que l'écosystème d'innovation en Chine est extrêmement riche. Parce qu'aujourd'hui, on travaille bien sûr avec nos chercheurs, avec notre écosystème inter-L'Oréal, mais on travaille aussi avec un écosystème chinois. Parce qu'il y a aussi beaucoup de start-up aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui peuvent co-créer avec nous des solutions pour les consommatrices chinoises. Et ça, je pense que c'est vraiment extrêmement puissant parce que ça permet de, bien sûr, apporter notre connaissance et notre savoir-faire international, mais aussi le rendre encore plus puissant avec les acteurs locaux. Et je trouve qu'une démarche comme le CII, c'est une plateforme parfaite de collaboration. L'année dernière, lorsqu'on a participé pour notre 3e participation, sur notre stand, on a ouvert la possibilité aux startups avec qui on a fait un partnership avec notre challenge de Startup Big Bang. On leur a permis de présenter leurs solutions. Alors c'est des solutions de développement produit, c'est des solutions industrielles, c'est aussi des solutions digitales et tout cet environnement innovatif permet en fait de rendre cette consommation une meilleure consommation qui est meilleure pour les consommateurs mais également pour la société. En tout cas, l'innovation est le nerf de la guerre parce que c'est une guerre en fait de pouvoir satisfaire les consommatrices, mais c'est aussi l'innovation est là pour promouvoir un meilleur monde pour demain. Et c'est là où je suis convaincu, en tout cas nous en tant que L'Oréal, on est convaincu qu'il faut innover en Chine pour la Chine, mais il faut également innover en Chine pour le monde. Parce que l'écosystème d'innovation chinoise pourra effectivement aussi inspirer le reste du monde dans le progrès pour un meilleur monde. CMA CGM, nous sommes présents en Chine depuis 1992. Donc depuis 30 ans, on a appris à connaître la Chine en tant que client. Nous nous sommes rendus compte que c'était aussi un partenaire précieux. Et quand mes collègues parlent d'un écosystème, on parle vraiment d'un réservoir de connaissances exceptionnel dont il faut prendre avantage aujourd'hui dans le développement de nos projets industriels. Je vous disais un peu plus tôt que nous misions énormément dans les investissements dans le développement d'un navire plus propre, par exemple. Et j'ai un exemple de collaboration avec des partenaires que nous avons trouvés à Shanghai. C'est le CSSI, c'est le China State Shipyard Corporation, avec qui nous avons engagé en 2017 un projet super ambitieux. C'était même un rêve à l'époque où personne ne nous disait que c'était possible. Et il y a des gens ici qui ont accepté de relever le défi. Et avec CSSI, on a été capable, quelques années après, à livrer des navires surdimensionnés dans tous les sens du terme, d'un point de vue technologique, parce que le gaz compressé à bord d'un navire, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Vous avez une cuve énorme avec du gaz à moins 161 degrés. Les shipyards de Shanghai ont réussi à le faire. D'accord ? Un autre exemple très concret, j'avais la chance d'accompagner l'ambassadeur Billy et le consul Benoît Guidé à visiter le port de Yangshan 4.
ici à SIPG. C'est le plus grand terminal automatisé du monde. Et c'est le chairman qui nous a montré, en fait, qui nous a démontré qu'il ne fallait pas hésiter à rêver de quelque chose pour le transformer un jour en ambition ou en réalité. Et on avait devant nous, d'ailleurs l'ambassadeur était tout surpris d'être transporté dans un bus parce que la présence humaine sur le terminal est interdite. C'est vrai que l'apport de Yangshan, c'est assez remarquable. Et donc les portiques qui déchargent le conteneur sont désormais opérés d'un centre de contrôle qui n'est même plus sur le terminal. Et vous avez des ponts roulants, vous avez des camions qui circulent sans personne à bord. C'est totalement automatisé avec des balises de guidage qui sont enfouies dans le terminal. C'est quelque chose, il y a 10 ans, dont on n'a même pas parlé. Et eux l'ont rêvé il y a 10 ans et aujourd'hui ils l'opèrent. Vous avez évoqué tout à l'heure le 14e plan quinquennal qui va accentuer la transformation de l'économie chinoise à une nouvelle normalité. Donc, on va parler pour terminer les défis et les opportunités à ce temps de nouvelle normalité. Donc, pour Michelin, quels sont vos projets d'innovation dans le futur? Pouvez-vous en parler un peu? Très clairement, en fait, on voit beaucoup d'opportunités dans ce 14e plan quinquennal et le virage que la Chine est en train de prendre vers un monde meilleur, qui est plus durable en termes de santé, beauté, tout ce qui touche à l'être humain finalement. Et pour nous, il y a 2 grandes opportunités parce qu'il y a le virage vers des produits plus verts, ce qu'on appelle la mobilité verte. Et dans ce cadre-là, nous allons continuer à innover pour les produits à basse résistance au roulement. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs en ce qui concerne la neutralité carbone. Je fais, une connexion osée. Il y a plusieurs étapes à passer, mais moins de résistance au roulement, ça veut dire moins de consommation de carburant, ça veut dire moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc nous allons poursuivre ça, par exemple, avec les nouvelles énergies. Je vous ai parlé de la mobilité hydrogène avec la pile à combustible que nous allons emmener en Chine. Et puis le deuxième grande opportunité qu'on voit pour nous, c'est aussi dans ce qu'on appelle la mobilité intelligente. Ça veut dire que nous souhaitons développer davantage. D'ailleurs, un des centres mondiaux de développement de la mobilité connectée est basé à Shanghai aujourd'hui. C'est un centre, comme on le disait, qui va fournir de l'innovation pour le monde entier, qui est basé à Shanghai. Et nous souhaitons développer toutes les solutions connectées. Ça commence par un pneu qui est connecté et puis par des solutions de management des flottes. Et puis ça peut aller jusqu'à des solutions plus productives, par exemple, pour ce qu'on appelle le business B2B, dans les mines par exemple, dans l'aviation. Donc ça, c'est les 2 grandes opportunités qu'on voit. Et puis toute notre force d'innovation ou est installée dans le domaine de pneus, ou est en train d'être créée et, on va dire, étoffée dans les domaines qui sont plutôt de la mobilité intelligente et la mobilité plus verte. Alors, pour des consommateurs de plus en plus exigeants, je pense L'Oréal a quelque chose à dire parce que de toute façon, les consommateurs changent énormément. Je pense qu'il y a une évolution très rapide, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a des changements rapides qui se font dans le secteur. Comment L'Oréal va innover pour continuer à être le leader du marché ? Il y a quand même beaucoup de compétition là. Oui, mais vous savez, être leader du marché, ce n'est pas une position, c'est aussi un rôle. Et le rôle de L'Oréal, c'est de continuer à innover pour le marché chinois. Pour continuer à innover, il faut comprendre aussi l'évolution des comportements des consommatrices, des attentes des consommatrices. Et aujourd'hui, on voit quand même un mouvement de fond qui veut que ces consommatrices veulent véritablement des produits de meilleure qualité, plus efficaces, mais aussi avec un impact fort sur aussi leur vie. Et c'est pour ça que nous, avec l'ensemble du portefeuille de marques qu'on représente ici en Chine, plus de 28 marques, chaque marque a un rôle à jouer vis-à-vis des consommatrices, avec aussi une raison d'être. Et c'est là qu'il y a aussi un message au-delà de la consommation en tant que telle, une mission pour ce qu'on appelle nous la mission de la beauté pour tous, mais aussi une mission aujourd'hui chez L'Oréal, c'est de créer la beauté qui peut faire avancer le monde. Et cette nouvelle mission pour L'Oréal en Chine, c'est d'être capable bien évidemment de promouvoir l'innovation, de promouvoir la qualité de produits, les grandes marques, mais aussi être capable d'avoir un impact positif sur la société
avec des causes pour nos marques qui aussi participent à cela, et également, et ce qui est très important par rapport à notre impact environnemental. Et cette démarche, ce n'est pas une démarche individuelle en tant que L'Oréal, c'est une démarche collective, puisqu'on va emmener avec nous, avec le support des autorités, avec le support de nos clients, avec le support de nos consommatrices, pour que tous ensemble, qu'on construise en fait cette meilleure consommation. En fait, je pense que la demande des consommateurs sont quand même très important. Alors dans votre entreprise, je sais que votre entreprise a toujours une approche centrée sur les consommateurs, et quels sont maintenant l'état d'esprit des consommateurs dans votre secteur, et quelles sont les pistes innovantes que vous réfléchissez maintenant? Dans le transport, il est assez difficile de se différencier. On est moins sexy que dans le domaine de la beauté. Les pneus, on peut avoir des pneus larges, des grands pneus, etc. Le transport, c'est A to B. Okay, et il faut donc venir avec des solutions innovantes pour essayer d'attirer des clients qui démontrent un intérêt pour quelque chose qui est autre chose que le transport. Tout à l'heure, vous avez évoqué en effet que les plans quinquennaux, les 14e plans quinquennaux, entérinent maintenant dans le marbre le fait que le gouvernement chinois veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Et je vous disais, chez CMA-CGM, nous, notre objectif, c'est d'ici à 2050. Donc on a décidé d'associer nos clients à cette transition énergétique par le développement de produits à haute valeur ajoutée. Par exemple, au début de l'année, on a lancé un produit qui s'appelle Act with CMA-CGM Plus. Donc on donne l'opportunité aux clients de prendre ses destinées en main, et grâce à ces produits, il peut mesurer, il peut analyser, il peut réduire, il peut compenser son empreinte carbone dans le transport de ces marchandises avec CMA-CGM. Il y a des produits qui existaient avant mais qui n'avaient pas beaucoup d'engouement. Je vous parle par exemple de l'intermodal. Mer, rail, le train associé à la mer. C'était quelque chose qui interpellait personne avant. Depuis le début de l'année, chez CMA-CGM Chine, on a ouvert 6 couloirs ferroviaires qui relient à nos navires. Donc c'est comme si les services maritimes s'étendaient à l'intérieur de la Chine. C'est pratiquement du dual circulation ici. Hein. C'est quelque chose qui avant n'interpellait personne. Okay, et en mois de juin, on va encore en lancer 3 supplémentaires. Quand vous transportez mer-rail, vous sauvez 60% d'émissions de CO2 dans l'atmosphère par rapport à un camion. Et nous sommes convaincus que c'est la Chine qui prendra le lead dans toutes les innovations. On a parlé beaucoup de clients, consommateurs, etc. Moi, je vais parler du citoyen. Si j'ai une ambition ici, c'est de démontrer à travers tous les projets de ville durable, parce que je suis très convaincu, et pour l'instant d'ailleurs rien ne me démontre le contraire, que c'est à partir de la Chine, quand je vois la dynamique des provinces, des villes, de cette volonté de se doter de moyens d'améliorer le service aux citoyens, d'améliorer la sécurité, d'améliorer aussi finalement la qualité de vie pour chaque individu, que nous sommes aussi dans cette ville. Et donc moi, mon ambition, c'est de m'assurer que, si on parle toujours de ce jumeau numérique qui est aujourd'hui utilisé à 10% dans le niveau mondial, c'est-à-dire rien, effectivement qu'il y ait une prise de conscience que ce monde virtuel et digital est un monde pas artificiel, mais un monde qui permet et va permettre de plus en plus d'améliorer le monde réel. Puisque finalement c'est ça, c'est comment le monde virtuel peut aider à améliorer le monde réel dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine des villes. C'est bien parti, le plan quinquennal nous offre je dirais, cette opportunité, puisque finalement, on parle dans ce plan d'innovation, on parle de science, c'est bien ces deux mondes qu'il va falloir relier et à la fin, améliorer considérablement ses capacités de vie au quotidien pour le futur. Je pense que c'est important de véhiculer aussi ce message positif de ce que l'on fait ici pour servir pas seulement la Chine, mais le reste du monde. Pour donner un peu plus de confiance. Oui. Je vous remercie à tous les 4 d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.